Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Parlons Science, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font avancer la recherche scientifique en Afrique. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir le professeur Brice Augustin Saint-Saëns, ancien recteur de l'université d'Abomey-Calavi, plusieurs fois lauréat de distinctions, de prix pour son leadership scientifique sur le continent, et bien évidemment ancien directeur ou directeur du laboratoire d'écologie appliquée, il me confirmera certainement la vraie fonction. Et surtout, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir aussi un académicien, un chercheur qui a du talent, qui inspire, qui motive et qui encourage les plus jeunes à aller de l'avant. Professeur Brice Augustin Saint-Saëns, bonjour. Bonjour, chers journalistes. Je précise que vous êtes désormais à la retraite. Oui, depuis le 1er octobre 2025. Félicitations pour ce grand parcours. Mais à la retraite, est-ce que vous voyez le monde autrement désormais, depuis quelques jours? Moi, je suis un chercheur actif. Je ne vis pas d'acquis. Je suis encore dans la dynamique de la recherche, de discussion des grandes questions scientifiques de mon domaine, bien entendu, et aussi de coordination de beaucoup d'entités s'occupant de la recherche scientifique, des formations académiques au niveau continental. Je suis le président du conseil scientifique de Wascal. C'est un regroupement d'écoles doctorales, de formation doctorale de tout l'espace CEDEAO. Nous sommes dans 12 pays, le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Niger, le Burkina, le Mali, Cap-Vert, la Gambie. Donc vous voyez, et tous ces États ont des écoles de formation doctorale. Et j'en suis le président du conseil scientifique pour voir l'une ou l'autre chose. En vrai, vous n'êtes pas la retraite. Disons oui, par rapport à la fonction publique, je suis retraité. Mais l'université n'est pas une administration classique. L'université, certes, on nous voit comme dispensant des enseignements, mais surtout contribuant à la recherche scientifique. Alors, j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui, non pas en tant que journaliste, mais en tant que doctorant. Parce qu'en tant que jeune chercheur, on a beaucoup de questions qu'on se pose. On est en quête de repères, on est en quête de motivation. Et pour quelqu'un qui a fait tout ce grand parcours, et quelqu'un qui a réussi dans la recherche et qui fait beaucoup évoluer la recherche au Bénin, franchement, on a des questions à vous poser pour apprendre de vous. Alors, mais déjà, est-ce qu'en tant que jeune, vous me rassurez qu'il y a de l'avenir dans la recherche? La recherche, c'est un peu lié à l'existence humaine. Comment pouvez-vous vous passer de ne pas connaître ce qui fait que vous grattez le pied? Vous cherchez déjà à comprendre quelque chose qui est là. Mais bon, en dehors de ces anecdotes, oui, il y a de l'avenir là-dedans. Parce que le monde est dans l'incertitude. Je tiens ça des politiciens, de nos grands dirigeants qui pensent que nous évoluons dans un monde totalement d'incertitude. Et quand il y a de l'incertitude, il faut alors chercher à comprendre tout au moins là où l'on est et comment se projeter dans l'avenir. Et ce sont les données scientifiques qui permettent d'avoir tout au moins des éléments de décision, de prise de décision. D'où c'est lié à notre existence. L'autre chose, un jeune qui s'engage dans la recherche, on peut dire que, il le fait certainement par passion, étant donné qu'il y a déjà beaucoup de stops ou au cours de son parcours pour trouver son gagne-pain. On n'a pas besoin d'être un docteur
avant, je ne sais pas, de développer une petite entreprise, une grande entreprise, ou tout ce que vous voulez, d'être dans les affaires. Non, je ne pense pas. On n'a pas besoin de finir toutes les branches académiques avant d'avoir son officine de pharmacie et bien vivre. Donc, ça montre que lorsque je dis, moi, je veux continuer jusqu'à être un chercheur un jour, un scientifique de très haut niveau, c'est que quelque part, quand même, je suis animé d'une passion. Je repose la question parce que nous sommes dans un contexte où les priorités changent. Oui. Nous sommes dans un contexte où la géopolitique influence davantage le financement de la recherche. Et on a le besoin de développement, on a le besoin d'assurer la sécurité alimentaire. Et donc, on se dit, mais pourquoi investir 10 milliards dans la recherche alors qu'on a besoin de 10 milliards pour l'eau potable? Mais est-ce que dans ce contexte-là, le jeune chercheur peut se dire, est-ce que j'aurai des moyens si je m'engage dans cet élan-là, par exemple? Oui, c'est-à-dire, détrompez-vous. C'est plutôt lorsque les grandes économies, ou les économies d'une manière générale, sont au creux de la vague, qu'on dit, coupons les budgets partout, sauf dans l'éducation supérieure, l'enseignement supérieur, plus précisément, sauf dans la recherche. Parce que qu'est-ce qui va vous aider à émerger demain lorsque les vagues vont baisser? C'est la recherche. Ce sont de nouveaux produits, de nouvelles idées que vous convertissez en technologie et vous arrivez à placer cela dans un circuit économique. Donc l'innovation, c'est ça qui va vous permettre de sortir la tête de l'eau. Donc la recherche... ne peut jamais avoir de jour morose, tout au moins lorsque on est dans l'ambition d'aller à la frontière des connaissances. Vous ne pouvez pas avoir de jour morose. On ne peut que financer la recherche, sauf si on prend l'option simplement de limitation ou de la consommation, import-export à la limite, on va dire, mais la Chine produit, mais pourquoi? Je trouve un petit circuit, j'importe, et puis les Béninois, je les aide à consommer ce que la Chine produit, et puis j'empoche, moi, mes dividendes, et puis je le fais. Non, je pense que tout jeune peut se nourrir d'espoir, parce que si on dit que la recherche ne peut pas mourir, ça veut dire qu'il y a toujours des financements disponibles, et je suis en très très bonne position pour vous dire que oui, il y a toujours de financement au niveau de la recherche, pas plus que ce matin avant de quitter mon laboratoire, la BOA me téléphonait, vous avez un gros financement qui est arrivé, et est-ce que vous pouvez nous dire le projet qu'il a fait, parce que de plus en plus il faut la transparence sur l'une ou l'autre chose. C'est des jeunes chercheurs qui ont soumis des projets bancables financés, vous voyez, par les partenaires qui financent fortement encore la recherche. Voilà qui rassure. Mais remontons maintenant à 40 ans en arrière, au moment où vous étiez encore agronome, vous n'étiez pas prédestiné à être chercheur. Vous êtes destiné à gérer les forêts. Vous étiez un forestier dans les forêts de Tchatchou et tout le reste. Mais comment le basculement est intervenu entre le forestier et le parcours du jeune chercheur d'antan? Vous voyez, c'est pourquoi je dis qu'il faut toujours un peu de passion. C'est vrai, j'aime ma profession. Et j'étais heureux quand le ministre, paix à son âme, Adolphe Biaou, disait plus d'ingénieurs dans les bureaux. Vraiment, j'étais très heureux parce que ça nous obligeait à aller directement sur le terrain. Et moi, je commandais, certes, j'avais ma brigade à Bétérou, les forêts classées et aussi les plantations de teck, d'anacadier à gérer et participer à la politique forestière chaque année sous un chef d'inspection que je respecte énormément, Monsieur Mengpa. Il a été mon chef d'inspection au Cardet Borgou. Et donc, vous voyez, et puis bon, il y a un qui est Cosma Podi, il est décédé, paix à son âme, c'était le directeur général du Cardet. Tous savaient déjà que mes ambitions étaient beaucoup plus universitaires.
j'étais tout le temps en forêt, j'étais tout le temps en brousse. Jusqu'à ce jeu derrière. Et je revenais toujours pour leur envoyer mon message par rapport à tel constat, à telle chose, proposer l'une ou l'autre chose. Donc, lorsque l'opportunité de retourner à l'université nous a été annoncée, je pense que j'ai foncé la tête baissée pour... Et vous avez eu l'opportunité d'une bourse oui, une fois, à l'époque, quand vous veniez du terrain, on vous qualifiait d'assistant stagiaire. Après, nos patrons au niveau de la faculté s'arrangeaient pour nous trouver des bourses d'études doctorales. Vous voyez, en sciences, c'est très difficile de conduire une thèse de doctorat sans moyens. C'est très, très, très difficile. Il y a les réactifs, il y a le matériel, l'utilisation des laboratoires. Il y a beaucoup d'exigences, j'allais dire, et d'autres pécuniaires lorsque vous êtes dans une thèse scientifique. D'où la nécessité d'avoir toujours de bourses. Et moi-même, j'ai beaucoup développé cette politique de retour de... Mais pour beaucoup de jeunes, avoir une bourse, c'est certainement être dans un réseau. C'est peut-être le professeur qui essaie de mobiliser les moyens pour le jeune chercheur. Oui. Est-ce que ce n'est pas en fait aux jeunes d'aller à la recherche donc, du financement lui-même? Oui, quand vous rentrez, nous, dans notre laboratoire, le laboratoire d'écologie appliquée, le premier outil qu'on met à votre disposition, c'est de vous apprendre à rédiger ce qu'on appelle un projet bancable. Les proposeurs. Il y en a tellement qu'ils en ont tellement caillé à divers niveaux que ça étonnait même les grands patrons au niveau mondial. Je me rappelle un jour, un grand directeur de la FAO a fait escale juste pour savoir connaître qui sont ceux qui animent le laboratoire d'écologie appliquée, parce que il y avait à l'époque ce qu'on appelle la bourse Vavilov. C'est une bourse avec compétition, au moins 5000 chercheurs au niveau mondial. Et ce laboratoire l'a gagné successivement 3 fois. Et ce monsieur est descendu au Sheraton à l'époque, a demandé à me voir, donc j'ai été le voir et dit non, monsieur, c'est juste pour m'assurer que vous excitez. Ce n'est pas de l'IA. Je ne peux pas comprendre. Oui. Quand il y a une telle compétition au niveau mondial, pays développés, pays en voie de développement, vous arrivez à décrocher 3 fois cette bourse-là. Comment ça s'explique? Donc on a beaucoup parlé. Justement, je vous repose la question, c'est quoi le secret alors? On apprend tout. Nous ne naissons avec rien. Il n'y a pas de, comme ils croyaient, nous, tout ça. Non, rien. On ne naît avec rien. C'est pareil. La Fondation internationale pour la science, à un moment donné, on s'est retrouvé en Afrique du Sud. Ils ont dit, mais c'est quoi votre secret? Vous battez même le Vietnam. Et quand on voit, c'est toujours un laboratoire qui a 95% au Bénin. Fait le mentorship de tous ceux qui gagnent. C'est quoi votre secret? Je dis, ben non, on s'entraide. C'est un outil à la portée des chercheurs. Oui. Donc, non, on peut tout apprendre. Il suffit simplement d'avoir quelqu'un qui vous guide. C'est vrai, moi j'ai souffert, ceux de ma génération on a souffert. On n'avait pas de patron très engagé sur ce plan. Ils s'occupaient beaucoup plus de notre formation. Ils avaient le souci de comment bien nous former, mais relativement moins d'enthousiasme pour la recherche. Donc, il a fallu que nous cherchions un peu notre issue pour nous hisser un peu au niveau de... Mais déjà dans le contexte actuel, quels sont les meilleurs profils ou quels sont les profils qui marchent sur le marché, qui sont beaucoup plus compétitifs? Est-ce que quand je sors titulaire d'un master, je dois beaucoup plus me lancer dans l'écriture d'un premier papier scientifique? Est-ce que déjà je cherche un stage dans un laboratoire? Comment je définis mon profil pour avoir la chance d'être sélectionné pour ces opportunités de chercheur? La science, c'est un peu comme l'argent. Hein. On dit que l'argent ne va qu'aux riches. Hein. As-tu jamais vu un financier courir derrière un pauvre pour dire non, en science, c'est les idées. Quel que soit, j'allais dire, le background disciplinaire, c'est les idées. Si vous avez de bonnes idées vendables,
c'est toujours possible d'accrocher un bailleur. Donc c'est ça qui est le plus important. Comment on arrive d'abord à se poser soi-même des questions. C'est ça la recherche quand même. Et transformer ces questions en hypothèses viables de recherche scientifique, mesurables. Si vous arrivez à faire ce saut qualitatif, vous pouvez déjà vous dire qu'il y a un minimum, j'allais dire, d'aptitude à rédiger un bon projet. Et la question de la barrière de langue qui vient oui. Je me suis battu en tant que recteur pour dire le monde entier parle anglais, tout au moins pour la science. Oui. Et même en diplomatie, si vous maîtrisez l'anglais, beaucoup de portes s'ouvrent à vous. Alors ça ne sert à rien de faire de la francophonie vraiment le bon creuset de l'homme accompli. Non, certainement à un moment donné, ça a eu beaucoup de fruits. Aujourd'hui, non, c'est fortement limité. Notre monde francophone, certes, en termes démographiques, on pèse. Mais en termes d'impact, en termes d'écoute, c'est relativement faible. Même les grandes conférences à Paris, au cœur de la France, c'est en anglais. Et tous les Français parlent anglais, donc scientifique tout au moins. Donc je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut faire cet effort. Quel que soit le champ disciplinaire, faire l'effort. Et quand j'ai donc un bon niveau de langue en anglais, quand j'ai donc un bon profil de jeune chercheur, quand il y a des problèmes pour lesquels je cherche des solutions, des hypothèses qui sont bien formulées, alors je retrouve qui pour m'aider à aller de l'avant? Mon professeur ou bien je contacte qui? Le mentor, alors, joue tout son rôle à ce moment-là. Parce que, bon, tous nous commettons des erreurs de débutants dans tous les secteurs d'ailleurs d'activité. Donc, lorsque l'idée est formulée, c'est au mentor de dire, sors-moi le premier draft, le premier jet. Et c'est à lui de faire des corrections et de demander, approfondir peut-être encore ta revue de littérature, et approfondir cette façon de poser le problème, même quels sont les attributs de ton propre problème, le problème que tu es en train de poser, et comment est-ce qu'il faut les rendre mesurables pour que on puisse leur trouver une bonne méthodologie d'approche. Donc, c'est le rôle du mentor d'aider à commencer rapidement à peaufiner sa manière de structurer correctement ses idées pour pouvoir placer cela sur le marché de la science. Je crois que c'est... Mais quand on est jeune chercheur, on a souvent peur du grade du mentor. Il est professeur titulaire, s'il est un demi-dieu, attention, qu'est-ce qu'il dira quand je vais me rapprocher de lui pour une lettre de recommandation, pour une relecture d'un proposal? Alors, comment est-ce qu'on finit par briser ces barrières entre le mentor et le mentoré? On peut avoir des appréhensions, il faut aller de l'avant. C'est vrai, le grand est le grand. Oui. On ne va pas dire le contraire, mais il est grand surtout pour assister. Et il est grand parce qu'il a beaucoup d'expérience, il en a vu passer pas mal, il sait comment s'y prendre. Il sait au moins comment vous faire éviter les erreurs que lui, il a peut-être commises, les erreurs qui sont les plus courantes par rapport à l'actualité. Et il vous guide à aller au moins dans des directions relativement plus sûres. Je pense qu'il faut n'hésitez pas à taper à la porte. On ne finira pas à vous ouvrir. Comme le dit si bien la Bible, donc il faut y aller. Est-ce que le secret du processus sain, ce n'est pas aussi le fait qu'il se rapproche davantage aussi des jeunes chercheurs? Vous n'attendez pas forcément que les jeunes viennent vers vous, peut-être. Et qui est vieux sans avoir été jeune? Ça, c'est vrai.
nous l'avons tous été. Donc, je connais la difficulté. Je vous l'ai dit, ceux qui sont de ma génération n'avaient pas, j'avais dit, toute cette ouverture de passion et d'expression, de passion pour la recherche, les colloques, les séminaires, les ateliers qu'on anime. Il n'y avait pas tout, il n'y avait rien. Il y avait rien. Je me rappelle, quelques professeurs disaient même non, les Africains ne peuvent pas publier dans les grandes revues. Bon. Vous voyez, tout était fait. Certains diront peut-être pour ne pas ouvrir la voie, mais surtout pour vous assombrir les horizons, parce qu'il y avait beaucoup de craintes, on ne peut pas, vous soumettez des articles, on rejette des manuscrits, bon. Tout y était. Mais moi, j'aime aller dans l'inconnu. Moi, j'adore affronter les défis. Et c'est ainsi qu'on a pu émerger. Mais une fois qu'on a réussi à sortir la tête de l'eau, il faut maintenant tendre la main aux autres. Et puis, c'est ce que nous faisons. À quel moment de votre parcours vous avez compris que vous avez un rôle de leader à jouer? Tout enseignant. À quoi ça sert de se qualifier professeur si on n'a pas formé quelqu'un pour la relève? Professeur, c'est professer. Tu professes pour faire entrer des connaissances. Et ces connaissances, c'est quoi? Le but final, c'est que quelques-uns, au moins, viennent prendre ma relève. Et ça fait plaisir. Parce que tu sens que tu as donné un background. Nous ne donnons que des backgrounds. La personne utilise ce background maintenant pour construire tout un empire de savoir, de techniques. Il y a trop d'exemples venant de ces backgrounds qu'on a communiqués et au bout desquels les collègues ont tressé beaucoup d'autres cordes très admirables. Et j'en suis très fier. Donc, c'est cela. Nous détenons une connaissance qui ne peut être, j'allais dire, charmée comme sa petite parcelle d'habitation. Non, c'est une connaissance à partager, à transmettre, à rendre même réfutable, parce que c'est quand même ça qui permet à la science d'évoluer. Enseigner, c'est aussi inspirer alors. Ouais, inspirer le jeune chercheur, inspirer l'étudiant. Oui, forcément. Mais à quel moment aussi vous pensez qu'il faut peut-être aussi laisser le jeune étudiant construire lui-même également son leadership? Moi, je viens d'un milieu éducatif où j'ai beaucoup de liberté de penser. Je pense que ça me cause d'ailleurs quelques difficultés. Parce que, j'aime toujours exposer les faits, quitte aux décideurs de prendre ces décisions. Mais je ne vais jamais lui cacher les faits parce que je veux sauvegarder mon fauteuil, ma chaise. Non. Je lui présente l'état des lieux tel que je l'ai oui, perçu ou analysé via les données que j'ai collectées et à lui de prendre la décision, parce que lui aussi doit rajouter d'autres paramètres, des facteurs de l'environnement que je ne maîtrise pas. Et c'est ça qui fait que je ne critique jamais un décideur pour n'avoir pas appliqué ce que j'ai recommandé ou suggéré. Parce que mon rôle, c'est de suggérer, je le fais, et je rentre dans mon coin. Donc, vous voyez, c'est ça qui est très important en matière de Vous avez recherche. souvent, pour toutes les fois que je vous ai reçu sur l'émission, rappelé que le docteur n'est pas formé pour être un chômeur. Et ça, jusqu'à ce jour, vous persistez. Si. Moi, je ne dis rien par rêverie ou Pourquoi un docteur devient-il un chômeur? Non, chômeur, c'est peut-être trop dit, c'est un peu sans perspective. C'est-à-dire, tu es docteur, mais tu ne te fixes pas de perspective. Tu ne te donnes pas les moyens réellement d'être optimiste vis-à-vis de la vie. Vous savez, étant recteur, l'un
l'une des innovations, c'est le volontariat. Nous avons créé un corps des volontaires. Je salue toujours au passage mon ami Lojo Moualé, à qui j'ai confié ce département. Questionnez-le. Il vous dira, il y a des gens qui, après leur licence, maîtrise ou je ne sais quoi, sont partis dormir parce qu'ils se disent, mais ça ne vaut rien ce que j'ai eu. Mais c'est faux. Il a démontré que grâce à ce background, vous pouvez faire beaucoup. Et il y a eu tellement de réalisations que, bon, je suis peut-être mal parlé pour parler de moi-même, mais ils ont rapporté tellement à l'UAC que c'est devenu un best-seller. Donc, non, un docteur qui dit, mais je ne peux plus penser pour créer, mettre des problèmes de la société en questionnement, j'avoue qu'il doit encore se recycler. Donc, un docteur, il est fait pour apporter des solutions et non formé pour attendre être recruté dans une entreprise. Je pense que tous les Africains attendent toujours l'État-providence. Ah oui, ou bien on est syndiqué à revendiquer à haute voix ce qu'on aurait pu apporter en complément. Il y a les obligations de l'État, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais en tant que docteur, il faut se dire, mais qu'est-ce que moi-même je peux apporter pour alimenter quand même un peu l'environnement d'exercice, de mes exercices, de mes fonctions. Et c'est en cela qu'on les attend. Il ne faut pas dire... je suis déjà dans un labo, j'ai créé un labo où je m'appelle chercheur. Il faut que l'État-providence fasse chuter tous les ballots de ressources d'en haut. Non, je ne pense pas. Il faut se battre, il faut apprendre à se battre et on a les outils. Maintenant, il faut avoir aussi la chance, hein, comme disait Napoléon, et du talent, mais aussi de la chance, assez généraux, qui est un environnement favorable, qui vous porte. On parle très peu d'entrepreneuriat scientifique au Bénin. Est-ce que vous pensez que c'est un terrain sur lequel il faut commencer aussi par orienter les jeunes? Bon, tous ceux qui créent normalement, j'allais dire, des centres de recherche privés, on peut qualifier cela d'entrepreneuriat scientifique. L'autre chose, les bureaux d'études de manière générale, il faut rester scientifique. Je sais qu'il y a encore quelques corruptions par-ci, par-là, où on ne veut pas faire le travail tel que cela se doit être. Et à la limite, tu lis certains rapports, tu te demandes est-ce que c'est vraiment un scientifique qui l'a produit. Mais... ouais, votre diplôme peut vous faire qualifier de scientifique. Quelqu'un qui a un diplôme de recherche, quelqu'un qui a suivi quand même avec rigueur des concepts de base, a été outillé dans des facs, dans des écoles. On peut dire qu'il a tout pour se faire qualifier scientifique. Mais encore faudrait-il avoir la culture scientifique. Pas la pratique, la culture scientifique. Et c'est ça qui fait la différence. Est-ce que j'allais dire dans sa respiration, dans ses actes, dans ses prises de position, dans tout ce qu'il pose comme jalon sur le terrain, est-ce qu'on lit le scientifique à travers cela? C'est ça, la culture scientifique. Quand on a la culture scientifique, on est très à l'aise. On est très à l'aise parce que lorsqu'un problème se pose, vous avez de recul. Ça peut peut-être venir au cours d'une nuitée, mais ça peut prendre du temps parce que nous n'avons pas la boule cristal qu'il faut tourner pour avoir la solution. Nous sommes obligés de mettre en place des dispositifs expérimentaux. Nous sommes obligés de collecter successivement par étape, par phase, des données, les analyser, les interpréter pour savoir où est-ce qu'il faut encore mettre de nouvelles idées, ainsi de suite. Donc, vous voyez,
C'est ça le cheminement normal en sciences. Et partout, sur n'importe quel type de sujet, on doit le voir. Je ne peux pas collecter, par exemple, des ragots de la rue et commencer à vulgariser, n'ayant même pas pris la peine de me questionner ça vient d'où et ça tient à quoi. Et c'est ça la culture scientifique. Ouais, non. Pour vous, journalistes, c'est encore plus déterminant. N'allez pas écouter les fake news et puis après, bon, vous en faites. Commencez à vous questionner, à vous poser les bonnes questions pour savoir si réellement ça tient la route, et ainsi de suite. C'est déjà ça la culture scientifique. Et la culture scientifique, est-ce que vous pensez qu'elle est suffisamment suscitée dans nos universités aujourd'hui? Disons, ça vient d'abord de l'éducation. Un illettré peut avoir une culture scientifique. D'ailleurs, que disent nos parents? Attention, garde d'abord ta langue. Elle ne te jette pas sur le problème. Notre propre culture nous dit déjà qu'il faut prendre du recul, analyser tous les contours avant de prendre la parole. C'est déjà la culture scientifique, le recul. Lorsque quelqu'un me pose un problème, ok, si par expérience j'ai déjà la solution, je donne la solution. Mais si j'en ai pas, je dis, donnez-moi un peu de temps, je vais prendre mon recul, faire ma revue de littérature, fouiller par-ci, par-là, confronter des idées, avant de venir lui faire les propositions. Je crois que non. Les formations qu'on reçoit, c'est aussi de l'éducation. Donc, à travers tout cela, on se construit réellement sa propre personne. Son propre développement personnel devrait aussi conduire à acquérir la culture scientifique. Pour faciliter peut-être l'implication des entreprises dans la construction d'une recherche au service du développement, est-ce que vous pensez qu'il faut aussi, dans la définition des sujets, trouver le moyen que l'entreprise vienne en amont aussi? Déjà, j'ai un projet de recherche sur l'ananas, la transformation de l'ananas. Est-ce que déjà, on peut trouver le moyen d'impliquer l'entreprise dans la conception de la recherche et à la fin, l'entreprise puisse utiliser les résultats pour améliorer sa productivité peut-être? Est-ce que cette possibilité-là, on peut l'envisager désormais? Disons, comme je dis, une entreprise qui vise à être à la frontière des connaissances, même si vous dormez, cette entreprise viendra taper à votre porte. Ah oui. Parce que l'entreprise dit, moi je vais créer, je vais innover davantage. Mais ça veut dire, je veux éviter l'imitation. Je ne veux pas imiter, je veux partir. Un produit original. Voilà. Non, vous ne pouvez que aller vers les scientifiques. Bon, ceci étant dit, nous scientifiques, nous avons un problème, il faut le reconnaître. Comment mieux traduire nos résultats en langage accessible? Oui, ça je le reconnais. Mais peut-être aussi la plupart des scientifiques africains sont en avance sur l'économie, sur l'économie nationale. Du coup, comme je l'ai dit, il y a tellement et tellement ce que on appelle ici au Bénin le paquet technologique. Oui. Il y en a tellement dans les labos comme résultat de recherche, mais ce n'est pas être valorisé. Et le problème était si crucial à un moment donné que j'avais créé ce que j'appelais un peu un service d'accélération de l'introduction de nos acquis dans les entreprises. C'est vrai, j'étais recteur, je n'avais pas toujours tout le temps nécessaire pour expliciter à mes collègues, les collègues que je retenais, la trajectoire de mes pensées. Mais l'idée, c'était quoi? C'est que la plupart de nos entreprises, désignées comme telles, vivent d'acquis. Ils sont un peu dans l'imitation, comme je dis. Donc, lorsque nous fabriquons un paquet technologique, comment faire pour aller loger cela au sein de l'entreprise et en lui évitant le risque d'engager des moyens et d'échouer. Parce que, en fait, c'est souvent ça le problème. Et moi, à l'université, je disais, mais
le rectorat devrait réserver un fonds pour soutenir cela. Et j'avais fait ces réserves-là. Considérer ces réserves, me disant, s'il y a une telle technologie, et nous pensons que ça peut donner quelque chose, je suis prêt à financer une partie du risque avec une entreprise donnée. Et encore faudrait-il trouver une courroie de transmission pour cela. Donc j'avais eu cette difficulté. Ce n'était pas une innovation. Les grands pays, non. Beaucoup de ce genre c'est qualifié de diverses manières pour aider les entreprises à minimiser les risques de développement de nouveaux produits et partager, quitte à ce qu'après, s'il y a des bénéfices, on partage cela. Voilà à peu près comment on peut le faire. Mais normalement, c'est simplement le niveau de développement de nos entreprises. Ils sont beaucoup plus dans l'import-export ou quelque chose qualifié comme tel. Ils ne sont pas tellement dans le besoin d'affiner ce qu'on fait. Même je vois beaucoup d'entreprises dans la transformation agroalimentaire. Ils devraient toujours rechercher les meilleurs goûts, les meilleurs arômes, les meilleurs ceci. Oui, parce que nous ne sommes pas encore au top. C'est vrai, il suffit que je mette quelque chose, je dis jus d'orange local que tu vas boire. mais on peut encore travailler cela de meilleure manière. Vous voyez, non? Donc, je crois que c'est la responsabilité, certes, c'est de la part de la communication scientifique que nous n'avons pas toujours, et aussi de la diplomatie scientifique. Comment s'introduit-on un peu dans ce genre de choses? Je vois, c'est des concepts, je lance des mots ainsi, mais c'est pour dire que comment nous introduire de meilleure manière auprès de ces entrepreneurs pour que ils puissent avoir un minimum de Est-ce que le processus a espoir qu'un jour les entreprises financent la recherche au Bénin? Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas au Bénin, c'est quel type d'entreprise avons-nous en face? Si c'est de l'import, si c'est de l'import-export, ou c'est, même s'ils ne font pas un import-export, qui vivent du peu, bon, vous voyez, les Africains souvent n'ont pas de très grandes ambitions. J'ai quelque chose qui me rapporte quelque chose, je vis bien, je mange bien, les enfants vont à l'école, et alors, beau-père est décédé, j'organise de grandes fêtes, cérémonies. Bon. Que reste-t-il? C'est ça. Non. Il faut qu'on ait de très grandes ambitions par rapport à notre démographie. En fait, la sagaie que nous avons dans le dos, c'est notre démographie. Beaucoup plus de jeunes arrivent sur le marché de l'emploi. Donc, si on n'a pas de grandes ambitions pour aller à l'industrialisation, aux grandes entreprises avec de grands capitaux, on ne pourra pas absorber cette main-d'œuvre qui est là. Ce n'est pas du tout une question de formation. Non. Ce n'est pas du tout une question. C'est le débit des diplômés. Oh, ils sont mal formés. C'est faux. Si un marché est demandeur, même si vous êtes mal formé, on va vous reformater au sein de l'entreprise, à l'idéologie, à la philosophie de l'entreprise, et vous serez performant. C'est parce que notre débit de sortie de diplômés est largement au-delà de la demande. Je crois que c'est l'essentiel du problème. Est-ce que, pour limiter aussi l'échec des jeunes chercheurs, est-ce qu'il ne faut pas institutionnaliser le mentorat à l'université? Bon, je ne sais pas ce qui est qualifié d'échec, si c'est échec parce qu'il a eu une mauvaise note. Non, pas parce qu'il a eu de mauvaises notes, mais parce qu'il n'a pas trouvé le bon repère. Mais si c'est un peu quelques jeunes mal orientés ou déboussolés face au marasme économiste, oui, économique, c'est le mentorat qui peut aider en cela. Il faut avoir, j'allais dire, beaucoup de corps de volontaires. C'est vrai, on a expérimenté à petite échelle, mais on n'a pas fait beaucoup de bruit autour de cela pour vous montrer, mais beaucoup de ces jeunes diplômés qui étaient partis vivre dans les villages, quand ils reviennent pour être reformatés sous l'autorité de Omo Allé, mais les témoignages c'est effrayant.
Moi, vraiment, je sais que ça ne donne à conduire à rien, mon diplôme. Je fais ça pour satisfaire mes parents. Mais après, quand eux-mêmes ils reviennent pour témoigner, c'est le jour et la nuit. Il a dit il va les formater, après les remettre sur le plan. Il a son langage pour qualifier cela. Mais quand ils reviennent, il y en a qui disent même, je ne veux même pas entendre parler de fonction publique. Maintenant, je suis totalement bien outillé que pour m'engager moi-même dans mes choses-là. Et quand ils sont reformatés, j'ai vu les entreprises courir après nous, puisque bon, c'est des phases successives de formation et avant de la libérer au bout de 10 mois. Beaucoup d'entreprises viennent pour dire, mais écoutez, ils sont bons, quand est-ce que vous voulez les libérer? Pourtant, c'était des gens hopeless qui avaient perdu tout espoir de réussite dans la vie. Donc, il faut trouver les mécanismes. Et je pense que cet instrument qu'on avait trouvé pour redonner espoir, pour outiller davantage les jeunes, c'est quelque chose à démultiplier. Et il est encore là, le jour qu'on allait. Est-ce qu'il y en a que vous rencontrez dans les entreprises aujourd'hui? On en a fait quelques courses. Plein. C'était des promotions de 400 qu'on avait à l'époque. Et qui sont fiers d'appartenir à ces corps de volontaires. Ils peuvent même vous faire une réunion des anciens volontaires et ils viendront témoigner. Les alumni. Les alumni de cette institution. Nous sommes dans la dernière phase donc de ce podcast. On sait qu'aujourd'hui au Bénin, nous sommes dans un contexte de réforme. Il y a une agence qui a été créée pour la recherche scientifique et l'innovation. Il y a beaucoup de réformes en cours, des innovations, CMFIT et tout le reste. Est-ce que tout ça aujourd'hui vous donne espoir autrement? Dans 10 ans, vous aurez un Bénin qui est purement scientifique. Non, il faut y croire. Pour l'agence béninoise de recherche et d'innovation, je peux dire, je suis très confiant, enfin, disons confiant à un niveau très élevé, à cause de la qualité des hommes. Ah oui. Conseil scientifique, je sais le directeur qui est un agronome. Ne me devance pas. Le conseil d'administration, c'est bien calibré. Le directeur exécutif, ou je ne sais pas comment ils vont l'appeler, il vient, j'allais dire, avec une démonstration d'expérience. Ce n'est pas quelqu'un, il est sorti, mettons-le à l'épreuve. Non. Il a déjà fait ses preuves de création, d'animation de laboratoire et de gestion, j'allais dire, de carnet d'adresses à l'international. Bref, fort de tout ça, j'avoue, il ne manque que l'huile. Il faut qu'on ait confiance en eux, qu'ils aient un budget conséquent. Le saupoudrage ne conduit nulle part. Et il faut vraiment un budget conséquent et compétitif. Nous, chercheurs, nous n'aimons pas qu'on est assis dans un labo et voilà votre subvention. Je déteste cela à mort. Je déteste cela, je le répète 10 000 fois. C'est la compétition. Il faut aiguiser les idées. Il faut prouver aux bailleurs de fonds qu'on a suffisamment transpiré à trouver la meilleure formulation, que lui-même, quand il accepte votre projet, il va dormir. Là, de l'assurance. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est les idées. Donc, il faut que ces idées soient valorisées de fort belle manière, que les budgets soient conséquents. Je crois que avec cela, il y a déjà ceux qui sont déjà des athlètes confirmés. Dès que le budget existe, ils vont rapidement filer. Mais il y a d'autres que ça va les motiver davantage, ça va les obliger à se restructurer, à sortir d'eux-mêmes, j'allais dire, la valeur cachée. Il y aura toujours quelques vocations tardives, donc il faut aussi les comprendre. Donc tout ça,
normalement, le financement qui est là pourra répondre à quelque chose. Est-ce que de votre position actuelle, vous ne pensez pas aussi qu'il faut restructurer un peu le paysage de la recherche au Bénin, cartographier autrement, aller vers... Ça, c'est trop politique. Les chercheurs n'ont pas besoin de ces temps de choses-là. Il y a un seul mode de fonctionnement. Un budget existe. Voilà les priorités du bailleur, enfin bon, l'État ou tout ce que vous voulez. Et ceux qui sont prêts à l'avoir, on donne quelques mots-clés, quelques concepts notes pour aider les termes de référence à être bien compris par l'un ou l'autre. Ben, structurez vos idées et venez. Nous, on n'a pas besoin de cartographier. Qu'est-ce que vous voulez aller voir? C'est à la réception des idées que nous savons, mais qui est qui? Oui, parce que qui est qui, tu dois aussi justifier que je viens de tel background, j'ai déjà tel acquis, je suis rassurant sur le team leader, le coordonnateur de l'équipe, il pèse quoi? Voilà tout ça qui fait que en science, il n'y a pas beaucoup trop de protocoles. Il n'y a pas beaucoup trop de protocoles, mais il arrive aujourd'hui que des chercheurs fassent le burn-out à cause de la pression, à cause de... comment on peut éviter d'en arriver là? Non, d'abord, il n'y a pas beaucoup de ressources pour que tu ailles au burn-out. Pour que tu veux faire le burn-out, qui te met si tant de stress pour que tu ailles. À force de courir dans tous les sens à la fois. Souvent, ce qui se passe. Imaginons qu'on travaille dans un domaine où un produit pharmaceutique ou un truc est plus ou moins en vue. Il a appris ça, telle grande firme pharmaceutique. Et moi, je mets tel million, tel milliard, telle direction. Ouais. Je mets... Mais les résultats ne viennent pas. C'est en ce moment qu'on a la pression et qu'on a le burn-out. Nous sommes encore relativement loin de cela. C'est pourquoi en recherche scientifique, lorsqu'on s'engage, il y a la recherche appliquée. La recherche appliquée, les résultats sont là. On peut faire peut-être de l'adaptation, de contextualisation ou vérifier encore une autre chose. Mais lorsque vous donnez un peu de temps aux chercheurs pour réellement créer de nouveaux procédés et ainsi de suite, accorder aussi du temps. Accordez-leur du temps. Ils ont besoin de temps et ils ont besoin de liberté de penser. Un chercheur qu'on comprime trop, non, il ne sera pas rentable. C'est dans ces errances qu'il arrive peut-être à trouver quelques idées nouvelles qui arrivent. Donc tout ça importe énormément pour la recherche. Lorsqu'on remet de l'argent, il ne faut pas être tout le temps, bon, chaque semaine fait-moi un rapport et chaque mois fait... Non. Ça veut dire que la personne ne connaît pas ce qu'on appelle recherche. Est-ce que le processus a connu par le passé l'isolement, des périodes d'incertitude? Moi, j'ai toujours été un homme qui est optimiste. Et je me fais toujours entourer. J'ai jamais évolué comme un chercheur isolé. Et puis, je ne suis pas un porteur de pancarte. Non. Moi, je fais confiance à mon entourage. Et tu vois, j'aime la synergie. C'est vraiment ce qui me caractérise. J'aime la synergie dans les efforts. Et j'évite les petits problèmes de personnes, quand il y en a. Je quitte cet espace et je vais là où je peux évoluer de façon zen. Alors, votre caméra, il est de ce côté. Je vais vous demander un petit exercice pour tous les jeunes chercheurs qui ont envie de grandir comme vous, qui ont envie de rayonner comme vous, qui ont envie de faire comme vous. Vous leur direz quoi du fond de votre cœur? Non, je pense, comme nous l'avons suffisamment brossé, la recherche, c'est de la passion. 2, quand on est passionné, il faut trouver aussi les cadres porteurs, je veux dire environnement. Il faut que l'environnement soit aussi porteur pour faciliter un peu la tâche aux jeunes. L'idée n'est pas de suivre pas à pas là où le patron, le mentor, le maître a posé ses pas. Non.
Si vous le suivez rigoureusement pas à pas, vous n'allez rien découvrir, puisque vous êtes juste derrière lui. Mais c'est d'avoir de la passion par rapport à ceux qu'on choisit d'être. Et vraiment, c'est la recherche, c'est comment faire pour que la science avance grâce à votre propre contribution. Il est nécessaire d'être un homme passionné pour réussir. Et il faut toujours aussi un peu de chance pour avoir les bons hommes sur votre chemin comme encadreur, comme mentor. Merci beaucoup, professeur, pour ce rendez-vous très riche d'échanges et inspirant aussi à la fois. Et je retiens surtout que la recherche, ce n'est pas une tour d'ivoire, c'est une aventure collective. Le leadership permet de faire grandir les jeunes chercheurs et pour qu'ils deviennent aussi de grands talents comme vous. Vous l'aviez été, comme vous demeurez aussi. Et je veux aussi dire que vous avez joué un très grand rôle dans la vie de beaucoup de chercheurs, de centaines de chercheurs aujourd'hui qui nous suivent. Et je voudrais peut-être, pas en leur nom, mais je vais au moins profiter pour vous témoigner de leur gratitude aussi. Parce que franchement, vous êtes une référence pour le Bénin. Vous êtes un patrimoine pour le Bénin. Et merci pour tout ce que vous faites. Et si ce podcast vous a intéressé, merci de vous abonner et merci de nous suivre désormais pour cette aventure qui donne la parole aux chercheurs afin qu'ils puissent exprimer leurs pensées, exprimer leur ambition et faire grandir davantage la recherche scientifique au Bénin. À la prochaine. Merci. Parlons Science, un podcast qui dévoile l'innovation sous un angle humain.